Alors, vous l'avez entendu, il y a quelque chose qui est inaccessible, c'est le désir, il faut savoir le créer, le recréer, le propager, et c'est évidemment tout l'enjeu de l'industrie du luxe. Comment le luxe peut rebondir? Aujourd'hui, nous vous offrons cette enquête totalement exclusive du groupe IFOP. C'est une étude sur la perception du luxe et sur les attentes de toutes les clientèles de ce secteur. Et évidemment, pour la présenter, j'invite le grand DG de Sociovision et du groupe IFOP, Rémi Oudguiri. Bonjour à tous, ravi d'être là et de vous présenter en exclusivité cette étude sur le luxe. Comment le luxe peut rebondir? Parce qu'on a tout entendu ces derniers temps, on a entendu parler de trous d'air, de fatigue du luxe, on a entendu parler de ralentissement, de turbulence. Et donc il était important de faire le point aujourd'hui sur où on en est, poser le bon diagnostic, est-ce qu'on est dans une crise de croissance, une crise de confiance, et à partir de ce diagnostic, essayer d'esquisser des pistes pour rebondir. Alors, comme chaque année, nous avons sondé les reins et les cœurs des amateurs du luxe, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé au premier cercle des clientèles du luxe, c'est-à-dire ceux qui sont régulièrement amenés à acheter des produits, des expériences de luxe pour un certain niveau de prix. Et dans 3 pays clés aujourd'hui, la France, les États-Unis et la Chine. Et nous avons interrogé 400 personnes dans chacun de ces pays pour essayer de comprendre un petit peu où on en était. Alors on s'est associé avec Dinata, notre partenaire fidèle sur ces études, en particulier où l'on cherche à avoir des cibles sélectives. Donc ce premier cercle, que pense-t-il? Où en est-il de son rapport au luxe? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors la première chose, le premier constat qu'on peut faire quand on regarde les résultats de cette étude, dont je rappelle que nous venons de la terminer, c'est-à-dire que les derniers entretiens ont eu lieu le 1er décembre, autrement dit on est le 8, vous voyez à quel point on a été rapide dans le traitement de cette étude. Premier enseignement, le luxe résiste, mais clairement reste sous pression. Alors pourquoi je dis résiste? Parce que quand on interroge toutes ces clientèles de luxe, ces amateurs de luxe, ces fans de luxe, globalement vous voyez, ils achètent pour certains plus de produits de luxe qu'il y a 2 ans, pour 43%, 41% nous disent autant, et vous voyez que ceux qui achètent moins sont quand même minoritaires. Néanmoins, on voit que ceux qui nous disent qu'ils achètent plus sont moins nombreux que l'an dernier, et ceux qui achètent autant sont un peu plus nombreux, ce qui veut dire que ça se stabilise et qu'effectivement, il y a un peu moins de croissance. Dans le détail, ce qu'on observe, c'est que, en particulier, dans 2 pays, la France et les États-Unis, c'est là où on voit clairement la montée de gens qui se détachent un peu du luxe à l'intérieur de ce premier cercle des amateurs du luxe. On voit que la Chine, ça se maintient. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça en première analyse? La première, c'est qu'il n'y a pas d'effondrement, très clairement. Il n'y a pas vraiment de fatigue du luxe, sinon les chiffres seraient bien différents. Et puis c'est surtout probablement dans le second cercle, c'est-à-dire les classes moyennes supérieures, les classes moyennes en général, et un certain nombre de jeunes, qui du fait de l'inflation qui prévaut dans ces 3 pays, en particulier aux États-Unis, depuis quelques années maintenant, depuis 2022, eh bien probablement se restreignent en termes d'achat du luxe. Ça c'est le premier enseignement. Mais ce qui nous frappe quand même, ce qui m'a frappé moi-même, c'est la résilience du luxe aujourd'hui. Alors pourquoi cette résilience? Eh bien parce que le luxe aujourd'hui, dans le monde anxiogène dans lequel nous vivons, ça reste quand même, pour ceux qui l'aiment, un échappatoire, clairement. C'est une façon de s'évader, de se faire du bien, de se faire plaisir. Vous voyez, quand on demande aux personnes interrogées, c'est quoi vos motivations pour continuer à acheter, à aimer les produits de luxe, c'est clairement le plaisir. Et en 3e position, vous avez aussi la notion de récompense, c'est-à-dire on s'offre une récompense dans ce monde un peu déréglé sur le plan climatique, sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan politique. À un moment donné, on se réfugie dans cette bulle du luxe qui permet de nous procurer des émotions, du plaisir. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et puis il y a un deuxième aspect très important, c'est un côté plus rationnel, c'est que quand j'achète des produits de valeur, qui ont de la qualité, qui sont issus de savoir-faire, parfois artisanaux, c'est de la qualité qui va durer. C'est un investissement dans le temps. Donc, on le voit très bien à travers cet exercice, les raisons de la résilience de luxe résident dans 2 facteurs fondamentaux. D'abord, ça apporte du bien-être. Et puis, c'est un achat rationnel pour le futur. On se fait plaisir au présent, mais on investit dans l'avenir.
la plupart des pays, enfin tous les pays qu'on a interrogés, suivent cette même hiérarchie. En Chine, on retrouve encore un tropisme qui a tendance à baisser avec les années, mais qui reste, qui est la consommation statutaire. On consomme aussi pour se distinguer des autres et pour montrer sa réussite sociale. Mais là où il y a quand même un problème aujourd'hui, et qui se confirme ici, c'est que clairement les marques de luxe sont dans un moment probablement de crise d'identité, qui est probablement la rançon du succès. À deux niveaux. D'abord, les amateurs de luxe qu'on a interrogés nous disent qu'il devient de plus en plus difficile d'identifier les marques de luxe. Pourquoi ? Parce que ça s'est banalisé, il y a des marques de luxe partout, et surtout, les marques de luxe sont copiées, sont imitées, les codes du luxe sont imités, de sorte qu'à un moment donné, ça crée une confusion. Et ça crée évidemment ce sentiment qu'on n'arrive plus à reconnaître les vraies marques du luxe, des marques qui je ne parle même pas des phénomènes de contrefaçon, de dupes, etc., mais simplement la prolifération aujourd'hui des discours, des codes et des produits de luxe. Deuxième problème, le prix. Le prix, on en a beaucoup parlé ces dernières années. Clairement, y compris chez ceux qui en ont les moyens, chez ceux qui sont prêts à payer très fort, qui ont compris que le luxe, c'est une expérience totalement exceptionnelle, eh bien, eux aussi constatent la déconnexion entre le prix des produits, ont le sentiment que ça n'a plus rien à voir finalement avec la qualité réelle. Donc on a aujourd'hui un risque, en tout cas une crise de confiance qu'on voit bien là. Beaucoup s'interrogent, notamment dans les pays occidentaux, sur est-ce que le luxe n'est pas devenu trop cher. Et j'ai parlé de cette omniprésence du luxe. C'est vrai qu'on a soumis les personnes qu'on a interrogées à un exercice. On leur a demandé, mais est-ce que vous pensez qu'il y a trop, suffisamment ou pas assez d'une liste d'éléments ? En ce qui concerne les produits de luxe et les marques de luxe, aujourd'hui, il y a de la diversité, il y a énormément de choix, donc ce n'est pas un problème en tant que tel. En fait, le vrai problème, là où ils nous disent qu'il y a trop aujourd'hui, c'est les collaborations avec des célébrités ou des influenceurs, et ça tend parfois à brouiller un petit peu les frontières, parce qu'on ne sait plus tellement si on est dans l'univers traditionnel du luxe et dans l'exclusivité. Et puis, vous le voyez, la présence du luxe sur les réseaux sociaux. Puisqu'évidemment, les réseaux sociaux, c'est l'ouverture à tout venant d'une certaine manière, ce qui parfois peut être en contradiction avec l'identité des marques du luxe. Et puis, notez que là où il y a un manque aujourd'hui, c'est intéressant, les offres exclusives, les offres personnalisées. Donc c'est ce défaut d'exclusivité aujourd'hui qui est pointé du doigt par les amateurs de luxe. Et puis, les offres innovantes. Vous voyez ? Donc là, c'est probablement deux clés pour comprendre comment le luxe peut rebondir, l'exclusivité et l'innovation. Et c'est justement ça qu'on a perçu dans notre étude cette année, qu'on voit très bien, c'est qu'aujourd'hui, chez les clientèles du luxe les plus fidèles, les plus fans, les plus amatrices, il y a une demande d'exclusivité et d'expérience. Et là, ça se confirme. Alors, déjà, une chose très intéressante, on leur a posé un certain nombre de dilemmes. On leur a dit, est-ce que vous préférez des grandes marques emblématiques très connues ou plutôt des marques de niche pas très connues, des marques de niche pas très connues ? La réponse est intéressante. Vous voyez qu'il y a quand même un attachement encore très fort aux grandes marques emblématiques, celles qui font aujourd'hui l'essentiel, le gros du marché du luxe, évidemment, qui ont évidemment l'histoire, l'héritage, les savoir-faire et l'image. Mais vous voyez qu'en tendance, et là on avait posé cette question il y a 2 ans, donc entre 2023 et 2025, ce qui est en train de monter, notamment en France et aux États-Unis, c'est l'intérêt pour les marques de niche. Pourquoi ? Parce que probablement, du fait de ces prix décorrélés de la réalité, du fait de cette saturation probablement sur les réseaux sociaux, certains, parmi les amateurs de luxe, s'intéressent à des marques moins connues ou qui viennent d'apparaître et qui proposent peut-être des produits d'une grande qualité, mais peut-être avec un prix plus transparent, et puis des moins galvaudés d'une certaine manière que certaines marques des grandes maisons. Autre élément intéressant, c'est pas parce qu'on cherche des marques authentiques, des marques de niche, qu'on va nécessairement valoriser le minimalisme. Et là, vous avez à l'écran quelque chose d'intéressant parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on entend régulièrement sur le fait que le luxe doit se faire discret, minimaliste, etc. En fait, quand on regarde les résultats, là encore, en posant le dilemme, on voit 2 choses. On voit que la France reste dans un luxe un peu discret, traditionnellement, mais on voit qu'aux États-Unis et en Chine, on cherche un luxe un peu décalé et original. En réalité, dans cette originalité, ce qu'il faut probablement lire, c'est la demande d'authenticité. C'est-à-dire que par rapport à des marques qui aujourd'hui sont partout, omniprésentes, et qui, d'une certaine manière, se galvaudent en étant présentes partout, on a envie de quelque chose d'un peu différent, d'un peu moins standardisé, d'un peu moins codifié, d'un peu moins artificiel. Et c'est pour ça que vous voyez qu'entre 2023 et 2025, c'est plutôt cette demande d'originalité qui est aujourd'hui en croissance.
Alors, un point important également, alors on avait déjà l'an dernier, pour ceux qui étaient là, on avait déjà montré la réponse à cette question, on l'a reposée cette année pour voir un petit peu le sens de l'histoire. Est-ce que si vous aviez à recevoir un cadeau, vous préféreriez un produit ou une expérience? Clairement, les gens préfèrent recevoir aujourd'hui un produit, notamment en Chine. Pourquoi? Parce qu'un produit, ça se garde, ça se transmet, on y est attaché, etc. Mais vous voyez qu'en tendance, on a plutôt, le sens de l'histoire est plutôt vers l'expérience. C'est-à-dire qu'on fait de plus en plus d'expériences, justement, des expériences inoubliables, exceptionnelles, des choses qui nous transportent en dehors d'une réalité qui est parfois perçue comme assez anxiogène. Et dans les demandes, par rapport aux marques de luxe qu'on voit, et ça c'est intéressant parce que ça résonne avec ce qu'on a vu précédemment, aujourd'hui il y a une forte demande de personnalisation, que ce soit en termes de produits ou d'expérience. Vous voyez que c'est la première attente aujourd'hui que les amateurs de luxe ont vis-à-vis des marques de luxe, suivi de la transparence. Ça c'est un point intéressant. Parce que ça veut dire, c'est l'impact des jeunes générations maintenant dans les attentes, des attentes qui vont s'affirmer encore davantage dans les années qui viennent, où on est attentif à comment les produits ont été fabriqués, d'où ils viennent, l'origine des matériaux, les façons de produire, l'impact environnemental, et j'en passe. Et puis en troisième, quand même, ça reboucle avec ce qu'on a vu précédemment, la demande d'innovation. Là aussi, investir dans la recherche et le développement, dans l'innovation, c'est quelque chose de très attendu aujourd'hui dans le domaine du luxe. Alors, cette analyse, elle est la même quel que soit le pays. C'est-à-dire que dans tous les pays, vous avez cette demande de personnalisation, vous avez cette demande de transparence, en particulier en France, vous voyez, c'est la première des attentes. Et puis, vous avez cette demande d'innovation, qui est troisième, quel que soit le pays aujourd'hui. Je rajouterai également le côté récompenser les clients fidèles aussi, la fidélité. Et ça veut dire qu'il y a, en termes de CRM, de relations clients, un potentiel très important parce qu'il y a cette attente finalement d'être récompensé pour sa fidélité. Et puis, il y a d'autres causes dans lesquelles le luxe devrait s'engager, il est déjà très engagé, mais où les amateurs de luxe attendent de l'engagement. Alors, c'est intéressant parce que d'un pays à un autre, c'est à peu près la même chose, mais avec un ordre différent. En France, on considère qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que le luxe préserve ses savoir-faire, préserve toute la formation de ses artisans, de ses professionnels, donc investissent dans les écoles. Pourquoi? Parce que effectivement, en France, on voit les dernières décennies, il y a énormément de savoir-faire qui ont disparu, qui ne sont plus présents sur notre territoire. Et là, alerte, ça veut dire qu'effectivement, on demande de l'authenticité, on demande justement de revenir à ses fondamentaux. Et puis la responsabilité sociale, ça aussi c'est important, ça fait écho à la demande de transparence qu'on vient de voir. Et c'est encore une fois, quand on regarde nos résultats, l'impact de la jeune génération qui est de plus en plus dans cette attente-là. Aux États-Unis, c'est même la première des attentes, ça c'est intéressant aussi de le noter, cette transparence qui est de plus en plus revendiquée. De même que le soutien à la culture et à l'art, c'est une chose qui est attendue aujourd'hui des marques de luxe. Et si on prend la Chine, là, c'est encore plus flagrant, c'est en premier, le rôle mécénal, qui est évidemment associé à beaucoup de marques de luxe aujourd'hui, eh bien, il est plus que jamais attendu. Et en Chine également, le souci des savoir-faire, le fait de faire en sorte de transmettre et de perpétuer les savoir-faire sont extrêmement importants. Donc on voit que les demandes sont assez claires. Je terminerai sur un élément qui est l'intelligence artificielle. Nous entrons dans un monde, comme vous le savez, qui va être dominé, qui est de plus en plus dominé par l'intelligence artificielle. On ne fait que parler de ça. Quid de la place du luxe par rapport à ça? Et ça, c'est intéressant parce qu'on avait la même question il y a 2 ans, en 2023, donc on l'a remise en 2025, et là, les résultats sont imparables. Aujourd'hui, quand on pose le dilemme, est-ce que l'intelligence artificielle va améliorer la créativité des marques de luxe, ou au contraire, la compétence doit rester entre les mains des humains, vous voyez que quel que soit le pays, la France, les États-Unis, la Chine, on est attaché au facteur humain. Et ce qui est plus important, c'est la dynamique. Plus on entre dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, et plus les amateurs du luxe attendent des marques de luxe des preuves d'humanité. Ça veut dire que ce qui fait l'exception dans le luxe, c'est justement cette touche humaine qui est clairement visible ici, parce que quand vous regardez les dynamiques, elles sont très fortes, entre 10 et 20 points d'augmentation en seulement 2 ans, c'est assez spectaculaire sur le plan des études. Ça veut dire que voilà, c'est une autre façon de dire qu'on attend des marques de luxe, qu'elles soient dans leur registre, l'authenticité, qu'elles soient fidèles à leurs valeurs d'exclusivité et d'originalité. Alors, maintenant qu'on a vu ces résultats, on peut esquisser un certain nombre de pistes pour les marques de luxe. Comment aujourd'hui le luxe peut-il rebondir?
Je tirerai 5 priorités de ce qu'on vient de voir. La première, assez évidente, mais il faut toujours le rappeler, la première chose, c'est d'être fidèle et d'affirmer sa vocation entre principe de plaisir, puisque c'est ça finalement au final qu'on vient chercher dans le luxe, et valeur d'investissement. Non pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. À la fois une dimension émotionnelle et une dimension rationnelle. La deuxième chose, c'est de réaffirmer sa singularité, de réduire l'exposition sociale et de renforcer l'exclusivité. Ça, je pense que c'est très clair dans cette étude, que là, on est à un moment de crise d'identité, de crise de croissance, finalement reflet d'un succès évident, mais il faut peut-être rééquilibrer et remettre de l'exclusivité, parce que c'est l'exclusivité qui donne envie, qui fait désirer et qui fait rêver. Troisième élément, face à la banalisation, intensifier les expériences. Il y a une demande d'expérience et elle n'est pas là par hasard. L'expérience, c'est ce qui permet de vivre des choses inoubliables, de vivre des choses singulières, de vivre des choses que personne d'autre ne vit, et la finesse de la personnalisation. Là encore, sur le parcours client, c'est aussi très important. Quatrième chose, face à la défiance, porter une politique de transparence. On voit bien que de toute façon, les jeunes générations ont grandi dans un monde où il y a cette attente de transparence. Et clarifier ces engagements. On voit qu'il y a des engagements très clairs où les marques de luxe, où le luxe en général est attendu. On a vu la culture, la formation et la transmission des savoir-faire. Et enfin, je terminerai sur l'intelligence artificielle. Vous l'avez vu, affirmer la compétence humaine et garantir la transmission des savoir-faire humains dans un monde de plus en plus dominé par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un rejet de l'intelligence artificielle, il ne faut pas du tout l'interpréter comme ça. Au contraire, je pense que la plupart des gens qu'on interroge utilisent plus que la moyenne des gens l'intelligence artificielle. Ils sont conscients que pour la relation client, pour la gestion logistique, pour optimiser les contrôles qualité, que sais-je, tout ça est très utile. Mais lorsqu'il s'agit de l'expérience et des produits de luxe, là, l'humain est irremplaçable. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la base de cette étude. Merci pour votre attention. Bravo et merci Rémi.